J'ai proposé à Jean-Luc donc cet entretien parce qu'il me semble que il est par excellence l'artiste qui, par rapport au dessin, en a une approche, je dirais, fondamentale, au sens de la proximité déjà qu'il y a entre le mot et l'image. Le rapport, en fait, du dessin à l'écriture. Puisque vous le savez, Jean-Luc Parent n'est pas seulement ce que l'on désigne souvent de cette formulation un peu spécieuse qui s'appelle un artiste plasticien, mais il est aussi quelqu'un de la plume, quelqu'un de l'écrit, c'est un véritable écrivain. Donc, peut-être tout de suite, Jean-Luc, je te proposerais de me dire, toi, comment tu envisages ce rapport entre écriture et dessin dans cette mémoire philologique de ce que ils ont quelque part en commun, l'idée de graphe. Alors bon, c'est assez difficile de répondre à cette question. Voilà, alors, mais prépare-toi, toutes mes questions seront difficiles. Voilà. Voilà. Et, non mais c'est bien. Et donc, ce que je voulais commencer par d'abord par n'importe quel livre d'ailleurs. J'aurais voulu faire passer ce livre pour que vous puissiez voir que ici, voilà, il n'y a rien. Sous ma main, il n'y a rien. Voilà, donc, enfin, vous pouvez me croire, il n'y a rien sous ma main. Il y a seulement quelque chose sous mes yeux que nous avons découvert depuis que... Je pense que depuis que nous avons des mains d'ailleurs, malgré que ces mains ne sentent rien de ce que je touche de ce texte et de ce dessin. Je crois que c'est très... parce que j'appelle ça l'insaisissable, le visible qui nous a séparés des autres êtres vivants sur la Terre. Voilà, entre nous qui pensons et qui nous sommes projetés en nous redressant, nous avons donc découvert ce visible qui nous a séparés des autres. Et qui nous a séparés, je crois d'ailleurs, de ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire un corps avec lequel nous sommes nés et aussi par lequel nous disparaîtrons. Donc c'est un passage entre la vie et la mort, disons, qui nous fait découvrir donc ce visible qui n'est visible que pour nous. Et donc c'est pour ça aussi que les yeux ne laissent aucune trace. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore... nous n'en sommes pas servis autant que nos mains. Nos mains portent au fond que cette mémoire de ce que nous avons touché. Et donc aussi la mémoire, quand nous n'étions pas des hommes encore, et que nous n'étions pas redressés, mais aussi quand nous étions enfants tout simplement. Et que nous avons été avec non pas des bras et des jambes, mais des pattes. Et que nous avons marché à quatre pattes. Et donc je crois que les mains portent cette mémoire, la mémoire du passé enfin. Et que les yeux porteraient, je dirais, la préscience du futur. Parce que je crois que nous touchons beaucoup plus avec nos yeux qu'avec nos mains. Au fond, je pense que nous avons eu des mains, non pas pour toucher, mais pour saisir. Et ces mains nous ont fait saisir l'insaisissable, je dirais. Elles nous ont projetés si loin que donc, nous pouvons toucher là où nous n'irons jamais. Là où nous ne pourrons jamais toucher. Ce qui est vrai pour nous, mais non pas pour les autres êtres vivants, je pense.
nous touchons donc, si vous voulez, avec nos yeux, au point que nous pouvons d'ailleurs cacher avec notre main de loin, ce que nous voyons. Nous le touchons tant que nous pouvons le recouvrir. Nous pouvons recouvrir le soleil avec une seule main. Et donc, bon, je voulais commencer par là pour répondre justement à la question de Philippe et être vraiment juste. Parce que, évidemment, je voulais vous montrer. J'aime bien ça, parce que c'est important, parce que ça, c'est les mains de la mémoire. Et ici, ce serait alors. Vous voyez, ce que j'ai découvert. En fait, j'ai découvert que je pouvais, que j'avais 4 mains. Parce que là, il n'y a rien, vous voyez. Donc c'est ma main quand même qui trace. Mais je peux aussi fermer les yeux. Je fais 3 boules ici, les yeux ouverts de la main droite. Et je peux aussi les faire 3 les yeux fermés. Ce qui est complètement différent. Vous voyez, le même dessin est tout à fait différent. Et je peux prendre aussi l'autre main gauche. Et donc faire 3 boules de la main gauche. Je les trouve plus belles d'ailleurs. Et voilà. En quoi sont-elles plus belles? Elles sont plus le vrai toucher, je dirais. Alors que là, j'ai un toucher voyant. Un toucher rationnel? Ben oui, c'est ça, un toucher qui serait le toucher du présent. Alors que là, j'ai le toucher du passé. Et donc, je ferme les yeux de la main gauche. Là, je fais un très très bon dessin. Parce que là, bon, si vous voulez, non, je vais le recommencer ici. Voilà. Parce que vous voyez, il faut faire attention parce qu'évidemment, je peux écrire sur la table. Et là, vous avez 4 dessins qui sont des 4 mains, les yeux ouverts et les yeux fermés de la main droite et de la main gauche. Donc j'ai découvert il y a longtemps que j'avais 4 mains, ce qui a donné ce livre, par exemple, vous voyez, qui est paru en 1975, là où on a les yeux ouverts, les yeux fermés de la main droite, ici les yeux ouverts de la main gauche, ici les yeux fermés de la main gauche, vous voyez, voilà. C'est exactement le même nombre. À chaque fois, vous avez le même nombre de boules. Alors justement, Jean-Luc, je vais me permettre de t'interrompre parce que j'avais une question à te poser au regard notamment de ce que l'on peut voir sur le stand de la galerie L'Art à Vinci qui te représente ici dans Drawing Now. Et j'observais que la plupart de ces dessins portaient en bas, généralement, comme une espèce de comptage fait de petites barres verticales, suivies du nombre de ces petites barres verticales, marqué égale un certain nombre de boules. Par exemple, il y a la pièce centrale de l'accrochage qui est sur la simèse de la galerie L'Art à Vinci avec le crocodile, et il y a marqué 63, donc après, je suppose, les 63 petites barres, je ne les ai pas comptées ce matin, j'aurais pu, mais j'ai eu la flemme. Et il y a marqué égale 18 663 boules. Alors moi, comme j'ai un esprit rationnel, moi je ne suis pas un artiste, j'ai pris ma machine à calculer, j'ai divisé 18 663 par 63 et j'ai trouvé un nombre qui n'était plus rationnel. Alors tu peux nous donner un peu une clé de compréhension de cette Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Hein. C'est que mes barres correspondent à une centaine. Je fais mes dessins en comptant, parce que sinon... il ne serait pas juste. Ah, tu fais tes dessins en comptant. Ensuite, oui, je les compte, alors, si tu veux. Oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 100. Puis après, à 100, je mets une barre. Puis je continue, voilà. Et les 63, c'est que je ne pouvais pas, la page, c'était fini mon dessin, et donc il y a 63 boules en plus. Ah, c'est 63 boules en plus. Alors c'est compté. C'est d'accord. Ben voilà qui est intéressant. Moi, tu sais, j'étais un peu, voilà, néophyte. Le nombre est juste. Donc le nombre est juste. Donc, voilà. Et donc, si tu veux, c'est compté non seulement pour pouvoir y arriver, parce que ça me permet d'avoir des contraintes. Oui. Disons, une contrainte dans ce compte. Bon, évidemment, il est sûr que quelquefois on m'appelle, on me parle, donc j'arrête, donc je marque, je suis à 42,
Mais c'est vrai que si on recompte, je pense que, évidemment, il y a des erreurs, mais ça c'est très bien, c'est pas embêtant. Bien sûr. Mais le compte aussi, c'est curieux parce que je pense que moi qui écris sur les yeux depuis toujours, je pense que si ici nous devons repartir les yeux bandés pour s'en sortir, enfin si je vous demande par exemple le nombre, parce que si je prends le métro les yeux bandés, pour descendre à une certaine station, je serai obligé, évidemment, comme je ne le verrai pas, de compter dans ma tête le nombre de stations là où je m'arrête. Et donc je crois que la vue nous donne un total. On ouvre les yeux et j'ai ici un total, voilà, alors que si je dois compter les personnes qui sont là et qui nous écoutent, je dois donc les yeux fermés les compter les uns après les autres. C'est une addition. Je pense que les yeux nous donnent un total, alors que sans nos yeux, nous serions avec des additions continuellement, nous compterions tout ce qui nous entoure pour pouvoir avancer, d'autant plus que nos yeux nous permettent parce que ici, je demande comme ça, ce qui est pas vrai, et les yeux, par cette dimension qui nous met tout à une autre taille, nous permet de traverser le monde, de passer de l'autre côté, et que les choses qui nous entourent ne soient pas des obstacles. Parce qu'évidemment, les yeux fermés, si je ferme les yeux, évidemment, tout est obstacle, et alors que là, je ferme tout. Voilà, et donc, c'est pour ça qu'on peut atteindre des espaces immenses avec nos yeux, alors que nous serions évidemment très refermés. D'ailleurs, c'est vrai dans les dessins, parce que si on fait des dessins les yeux ouverts, on remplit des pages. Moi, je remplis la page. C'est comme ça que je trouve le nombre pour le répéter les yeux fermés. C'est que j'ai un espace et mes yeux remplissent la page entièrement. Donc j'ai 2354 et je fais 2000 à côté, 354 pour faire le même dessin les yeux fermés, pour être juste et remplir la page. Mais évidemment, mon dessin sera très rétréci, enfin refermé, voilà, enfin comment dire, c'est-à-dire que les yeux fermés, tout est complètement, voilà, tout devient, comme tout a retrouvé sa taille, tout devient un obstacle. Enfin ça, je pense, c'est très, je dis ça par rapport au dessin aussi. Hein. Oui. Oui. Parce que quand je disais que là, il n'y avait rien, c'est que tout notre savoir est là où il n'y a rien. Et donc, c'est pour ça que là, avec ça, pour moi, c'était comme une porte de secours. Vous voyez, la boule, c'était un mot, quoi. C'était un mot, au moins, lui, parce que si en cas de nuit totale, vous voyez, si brusquement la nuit tombe, définitivement, sur nous n'aurons plus tout ce que nous avons écrit, tout ce qui s'est écrit, tout notre savoir, toutes les peintures, tous les dessins, enfin, ce serait, ça tient qu'à la lumière qui tient entre nos deux doigts, parce que si le soleil était là, on ne peut que ça, et donc, si vous voulez, bon, c'est vrai que si j'avais les yeux comme ça, peut-être qu'il serait un peu plus gros, mais je pense que brusquement il serait du feu, et donc là, ça nous permet cette distance depuis que nous sommes levés, parce que je pense que pour les animaux, c'est resté du feu, de la chaleur, alors que pour nous, on a fait surgir la lumière de cette boule de feu. Mais si la nuit était totale, il y a des boules blanches sur lesquelles il y a par exemple écrit « Pour voir tout, il faut ne plus voir ce par quoi nous voyons ». Donc on va quand même voir. Oui. Encore Non, non, parce que là, je pense que si on retranscrit le toucher des boules en mots, on retrouve ce texte. Je crois que les textes, mes textes à moi en tout cas, sont écrits dans le toucher de ce livre. Il y a une dimension qui caractérise éminemment ton travail, c'est sinon la profusion, du moins l'invasion, au sens le plus fort du mot dans sa structure, c'est-à-dire le mouvement évidemment vers l'intérieur.
Et je voulais que tu nous dises un petit peu ce qu'il en est, comment toi, tu expliques cette irrépressible nécessité chez toi à occuper l'espace qui t'est, je dirais, alloué ou que tu vas toi-même t'accaparer. Quelle est la nécessité profonde qui fait que Jean-Luc Parent, c'est toujours une question d'occupation saturée du champ de travail, de l'espace? Alors, comment je pourrais te répondre? C'est difficile. J'ai été dit des questions difficiles. Et c'est vrai que, bon, je parlais des obstacles et de la nuit parce que c'est vrai que l'obscurité, pour moi, c'est très important parce que non seulement les yeux s'ouvrent mais se ferment, que s'ils ne se fermaient pas, ils ne pourraient pas s'ouvrir. Je pense que donc la lumière, parce que bon, c'est bon, on ne peut pas s'imaginer et on ne conçoit pas que le soleil est dans la nuit totale. Et ça, si on conçoit que, parce que si ici, par exemple, où c'est éclairé, nous allumons une bougie, c'est vrai que nous éclairons rien d'autre que ce qui est déjà éclairé. Alors que si il fait nuit, brusquement la bougie deviendra du feu. Qu'est-ce que je raconte? De la lumière. Parce qu'il y aura cette obscurité de tout temps. Donc le soleil, il ne faut pas s'imaginer qu'il fait jour. Simplement, il fait la nuit totale, mais une nuit infinie, qui fait que cette boule de feu nous éclaire. Et donc, nous sommes vraiment dans la nuit. Je pense que nous sommes totalement dans la nuit. Et d'ailleurs, c'est étonnant que le matin, quand nous nous levons, le soleil nous paraît, nous sommes heureux de la lumière et du soleil qui nous éclaire, mais c'est quand même une boule de feu qui est suspendue au-dessus de nous. Et alors, pour vivre ici, ça a été difficile parce que, vu que le monde, l'infini, l'univers explose sans cesse, et que nous tournons à une vitesse inimaginable chaque seconde, et chaque jour et chaque nuit. Donc nous avons transformé tout ça pour pouvoir vivre ici, en le jour et la nuit, en la nuit et le jour, en le jour et la nuit, en la nuit et le jour, mais aussi en le printemps et l'été, en l'automne et l'hiver, etc. Continuellement. Mais en vérité, c'est comme ça que nous pouvons tenir debout. Alors, je voulais en revenir à la question que tu me poses, c'est l'accumulation, c'est retrouver quelque part cette vue qui nous manque, cette nuit encombrée qui nous permettrait au fond d'avancer. Parce que c'est vrai qu'en pleine nuit, dans un désert, nous pourrions courir. Voilà. Mais à t'écouter, je me posais la question, je me demandais ce qu'il y avait dans la façon dont tu pensais ta parole, une quelconque nostalgie ou une quelconque tristesse. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a une nostalgie de quelque chose que peut-être tu n'as pas connu ou que tu as connu et que tu as peut-être connu dans un état pas complètement conscient de ton histoire? Je dis toi, mais ça pourrait être l'homme en général. Est-ce que c'est cette problématique-là d'un monde antérieur, peut-être primordial, peut-être essentiel, auquel on appartient mais qu'on n'a jamais rencontré, qui finalement meut le travail que tu fais et qui te donne une raison d'être finalement? Oui, c'est bien ce que tu me demandes, parce que évidemment, moi très jeune, je me suis rendu compte, j'ai pris conscience
au fond, tout seul, que l'on ne voyait pas ses propres yeux. Et que je ne me voyais ni de face, jamais, ni de dos, comme chacun. Et que donc, jamais nous apparaissions, enfin, jamais j'étais arrivé quelque part, ni je partais de cet endroit. Et que je suis là, que nous sommes là, et que nous ne verrons pas partir, puisque nous ne nous verrons jamais de dos, et nous ne nous verrons jamais arriver, puisque nous ne verrons jamais de face. Et donc c'est pas une nostalgie, mais je ne vois pas, nous ne nous voyons pas en entier, que partie par partie. Et ça concerne chacun, c'est-à-dire, là, ici, bon, c'est très difficile. D'ailleurs, je ne peux pas voir mes épaules en même temps. Donc c'est à partir de là où je pourrais disparaître et vivre encore que je me vois. Mais là où je ne me vois plus, et là où on ne se voit plus, où nous sommes dans l'obscurité totale pour nous-mêmes, nous ne pourrions pas nous couper la tête, par exemple. C'est ce qui nous fait exister. Enfin, tout ce qui est inatteignable pour nous-mêmes, sur nous-mêmes, nous fait vivre. L'infime et l'infini. Voilà, l'infime et l'infini. D'ailleurs, voilà, simplement, je ne vois pas. Voilà, parce que je pourrais très bien voir où c'est qu'on s'arrête, où c'est que je m'arrête moi-même, toi-même aussi, et où c'est qu'on finit. En fait, je me suis aperçu que si je laissais tomber ma boule, c'est trop difficile, parce que pour la reprendre, je dirais, excuse-moi, c'est à moi, enfin, c'est ma boule, mais tu diras, mais non, c'est mon endroit, enfin, c'est mes pieds, je suis là. Là, c'est à nous, d'accord? Ce qui est sous les pieds, peut-être un billet de 100 euros. Encore, bon, c'est une chose, mais je serais un peu gêné, parce qu'au fond, sous mes pieds, cet endroit-là nous appartient et nous continuons en dessous infiniment, comme nous continuons au-dessus infiniment. C'est ça, je suis en train. Bon, moi, je suis passionné par cette histoire que nous ne voyons pas par où, qui est écrit, je crois, sur la bouche que tu m'as lu, que nous ne voyons pas par où nous voyons. C'est tout à fait paradoxal, je trouve ça tout à fait extraordinaire. Ça veut dire aussi que les yeux nous trompent. Enfin, c'est pour ça que là, c'est pour ça aussi, ça. C'est parce que ça me permet de me sauver quelque part de cette fragilité de notre existence qui est passagère. Et qui donc, parce que, évidemment, je peux aussi, parce que c'est étrange, parce que comme les yeux ne laissent aucune trace, nous n'écrivons pas avec nos yeux, parce que si j'écris avec mes yeux sans mes mains, il n'y a rien, je ne peux pas, il n'y a rien. Pourtant, c'est bien avec eux que je relis les textes, que nous voyons les tableaux, les peintures, les images, les textes. Et donc, nous avons toujours besoin de notre main. C'est pour ça que nous sommes en train, parce que l'écran de l'ordinateur, de la télévision, enfin du cinéma, ça n'existe pas. Pour nous qui sommes sortis d'un corps, et qui disparaîtront par notre corps, comment ça se fait que nous puissions avoir inventé quelque chose qui nous échappe totalement? Quelque chose qui ne soit pas incarné. Ouais, voilà, c'est ça. C'est extraordinaire. Et alors, précisément, par rapport à cette question de l'incarné, je suis en train de penser à certaines œuvres qui sont accrochées sur la simesse de la galerie Lara Vinci. Et je voulais que tu nous dises un petit peu quel était le processus du travail. Parce qu'il y a aussi bien des cartes anciennes, il y a donc des éléments animaux, des peaux. Sur le plan très pragmatique, comment tu glanes tout ça? Comment ça se passe? C'est le hasard ou tu vas chercher des choses précises que tu as en tête et dont tu as besoin pour faire le travail?
C'est si difficile cette question? Non, pourtant elle était très terre-à-terre celle-là. Hein. Elle était très terre-à-terre. Mais c'est que les questions terre-à-terre sont plus difficiles. Je la prends par quel bout Non, mais je veux dire, c'est toute cette matérialité. Ouais, elle est une matérialité que tu récupères comme ça au hasard. Comment dire, que je veux dire quelque chose de bien, mais c'est, je peux pas dire de banalité, quoi. Et donc, non, c'est, comment dire, le quotidien, tu vois. Et le quotidien, il n'est pas banal, il est merveilleux. Oui, bien sûr, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais donc nous nous levons, nous nous couchons, nous nous relevons, nous nous recouchons. Ensuite, nous nous relevons, nous nous recouchons. Donc, si tu veux, c'est comme ça que je peux répondre. Parce que les choses dans la vie sont, tu vois, et bien sûr que c'est pas banal, puisque c'est comme ça que nous avançons. Parce que, bon, c'est vrai que, moi, si tu veux, j'ai conscience vraiment que l'âge que j'ai, je vais avoir 70 ans dans quelques temps, dans quelques semaines, et donc je me dis, tiens, j'ai fait 70 tours autour du soleil, tu vois, c'est bizarre. Et je me dis, mais pour retourner en enfance, alors, ce voyage que j'ai parcouru, donc ces 70 tours autour du soleil, qui correspondent à des millions de kilomètres, il faudrait que je fasse le sens inverse. C'est-à-dire que d'un seul coup que la Terre qui tournait comme ça, elle tourne comme ça, quoi. Tu vois, donc c'est très difficile de retourner en enfance. C'est difficile si tu arrives à le faire retourner dans l'autre sens, ça, c'est sûr. Oui, parce que ce voyage, on est obligé, on est entraîné. Mais c'est quoi là cette sorte d'inquiétude que tu exprimes de tes 70 ans à venir et de ce désir d'enfance ou de retourner à l'enfance? Ouais, non, parce que je suis vraiment un enfant à l'intérieur de moi-même. Et je me dis que... Bah, si tu le laisses, t'as pas besoin d'y retourner. Attends, non, mais parce que j'ai pas fini ce que je voulais dire. Pardon. Et donc, oui, c'est donc un voyage. Et, parce que je suis pas très loin de l'enfance, puisqu'il n'y a que 70 tours. Enfin, même pas, il y en a avant 60 tours de soleil. C'est pas énorme. En plus, si tu veux, je ne suis pas mort enfant, puisque j'ai fait ce voyage. Je ne peux pas dire que je n'ai plus 3 ans, que je n'ai plus 10 ans. J'ai toujours le même âge, simplement. C'est ce voyage autour du soleil qui a fait que j'ai fait un certain nombre de tours et qui a fait que je suis, parce que c'est harassant, évidemment, des millions de kilomètres autour du soleil, c'est vrai que ça doit quand même user, parce que si nous n'avions pas notre corps, et évidemment, nous n'aurions jamais pu, enfin avec notre corps, nous n'aurions jamais pu parcourir autant de milliards de kilomètres, tu vois, en 70 ans. Nous aurions peut-être fait, je ne sais pas, 10 000, 100 000 kilomètres peut-être. Bon, même pas, au fond, un jour et une nuit. Je pense qu'on n'aurait pas été capable d'atteindre un jour et une nuit. Et donc c'est vrai que nous sommes, au fond, partis, on ne nous a jamais revus. Si tu veux, personne ne nous a vu partir. Comment dire c'est assez étrange ce voyage que nous faisons tous. Oui, c'est que nous avons gardé en nous, puisque je ne suis pas mort à 10 ans ou à 15 ans. Tu vois, j'ai gardé l'enfance, puisque je suis vivant. Voilà. C'était pour répondre. Oui. Voilà. J'entends bien que tu détournes complètement non, pas la du question. tout. Non, autant évidemment pour chacun, bien sûr. Bon. Non, je disais ça, oui, par rapport à ce que tu me parlais de toutes ces choses-là. De toutes ces choses, oui. C'est vrai que je suis, bon, ça c'est autre chose, c'est pas très intéressant, mais j'ai une certaine obsession, j'ai un certain caractère, je suis un type... bon, je pense que je dirais pas, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait, si tu veux, si j'avais été normal. Tu vois, bon, si tu veux, je dis pas que mon travail a été une psychanalyse, mais quand même, je pense, chez les artistes en général, je me sens de mieux en mieux, disons. Tu vois. Et plus jeune, je pense que j'étais pas bien, quoi. Tu vois. Je crois que c'est très difficile d'être soi-même. Et donc j'ai beaucoup travaillé pour, si tu veux, arriver à dire quelque chose de moi. Je pense que chacun... Et trouver une sérénité, peut-être. Voilà, chacun nous portons un monde,
Tu vois, et donc le problème, c'est de pouvoir le faire surgir, parce que si moi, je le vois quand je vais dans un musée, par exemple, tout seul, il y a mille choses que je rate et que je ne vois pas. Mais par contre, quand je suis avec quelqu'un que j'aime, ou que j'apprécie, un ami, une amie, d'un seul coup, je vois ce qu'elle voit, elle voit différemment de moi, et tiens, je ne l'avais pas vu, et d'un seul coup, je me dis, mais ses yeux me permettent, je vois avec ses yeux que je vois, alors que je vois pas, que je vois pas les miens avec lesquels je vois, parce que c'est difficile de voir avec les yeux des autres, mais nous portons chacun un monde différent. La preuve, d'ailleurs, c'est que si j'étais rentré ici, les yeux bandés, tout le monde aurait eu beaucoup de mal à me reconnaître ensuite. En me croisant là-haut dans les galeries. Et donc, à mes mains, personne ne m'aurait reconnu, ni à mes pieds forcément. Et donc, il aurait fallu m'aimer beaucoup, enfin, s'être accouplé avec moi peut-être. Mais donc, si tu veux, c'est notre identité, et je pense que nous portons dans nos yeux chacun un monde. Et donc, nous avons besoin, parce que tout seul, avec nos yeux, sur Terre, nous ne verrons rien. Voir quoi avec nos propres yeux? C'est les autres, l'addition des autres visions, du monde qu'ils voient, parce que nous sommes chacun à un angle de vue différent. Parce que si je ne peux pas voir mes propres yeux, et ni chacun voir ses propres yeux, c'est que nous sommes à un angle où justement nous ne pouvons pas quitter cet angle, et les autres sont à d'autres angles de vue. C'est comme si moi j'étais derrière un mur, comme ça j'avais juste ça où je voyais, et donc les autres, comme ils sont ailleurs, que je vois leurs yeux. Voilà, et eux, ils ne voient pas leurs yeux, mais donc ils sont à un autre angle. Donc on a tous des visions. Alors, donc avec les yeux de chaque... On devrait visiter d'ailleurs les musées avec 100 000 personnes. Donc d'un seul coup, on n'aurait plus besoin d'y retourner, on aurait tout vu. C'est une vision cubistique que voilà. Tu nous proposes. Hein. Mais non, mais je pense vraiment que c'est vrai. Je dis que des choses vraies depuis tout à l'heure. Ah mais on n'en doute pas une minute, hein, personne ne te mettra en cause. Mais pour revenir au travail, parce que je voudrais que tu nous dises un petit peu comment justement ce travail, il se développe, il se déroule. Tu travailles tout le temps? Non, mais le problème, c'est que je ne sais pas quoi faire d'autre. Et donc, si tu veux, enfin... Ces petites boules, les yeux ouverts et les yeux fermés, ouais. C'est, si tu veux, dans le manque d'œuvres, c'est en fait quand j'étais désœuvré que j'ai trouvé... que tu as trouvé l'œuvre. Ouais. Je pense que c'est désœuvré, c'est quand on ne sait plus quoi faire de soi-même, quand on s'ennuie, mais tu te souviens quand on attend. Tu te souviens du jour où c'est arrivé? Ouais. Ah oui, les premiers dessins, oui, c'est pour ça que je les ai comptés. Je m'embêtais tellement que j'ai fini par compter les boules et je trouvais ça formidable. Je me suis dit, mais... Et donc ça m'a passionné, donc j'étais occupé à quelque chose qui a fait que la vie n'était plus un ennui, quoi. Enfin, où tu ne sais plus quoi faire. C'est vrai que bon, quand on ne fait rien, c'est pour ça que moi je ne peux pas m'asseoir à une table sans sortir mes papiers, tu vois, voilà, et faire quelque chose, dessiner, écrire. Mais ça maintenant, c'est devenu quelque chose, un rituel. Enfin, oui, et puis tu l'as dit, une obsession. C'est toi qui as dit le mot tout à l'heure. Je voulais l'introduire. C'est pour vivre. Non, si tu veux, la différence avec les animaux, parce que j'aime beaucoup les animaux, j'ai beaucoup d'animaux à la maison. J'ai énormément de chats, j'ai une trentaine de chats. Mon fils a des chiens, ma fille a des ânes, on a plein d'animaux, des poules, enfin on habite une ferme. Et donc depuis toujours, c'est très important. Et la différence avec eux, c'est que quand ils arrivent ici, sur la Terre, ils existent. Ils existent parce qu'ils ont la peau qu'il leur faut à l'endroit où ils naissent. Ils ont de quoi à manger là où ils naissent. En fond, les frontières ne sont que des frontières animales. Nous avons inventé les frontières dans un état animal. Les frontières n'existent pas, elles ne sont pas pour les hommes, puisque nous, on peut naître partout dans le monde, et nous naissons dans la lumière. Nous naissons là où les animaux ne sont pas venus. Parce qu'ils ils ont rempli l'air, les oiseaux, disons, après la terre, les serpents, enfin tous les rampants,
et donc aussi l'eau, les poissons, et donc il nous restait le feu. Et donc nous, il a fallu qu'on aille vivre dans le feu, dans la lumière. On a fait sortir la lumière parce qu'il ne nous restait plus que le feu. Au moins, c'est vrai que dans le feu, il n'y a pas d'animaux. C'est pour ça que on a pu trouver ce visible, parce que ça vient du feu. Et donc, comme nous, on arrive tout nus, quand on arrive ici, on n'a rien, la peau, c'est la même, tu vois, où qu'on naisse, de toute façon, il faudra qu'on se nourrisse, il n'y aura pas forcément à manger pour nous. Donc, nous, il faut qu'on renaisse, tu vois, si on veut exister, ici comme un animal, disons. Tu vois. Et donc, comme un animal, je veux dire, comme un être vivant, équilibré, qui ne sera jamais ne sera schizophrène, qui jamais fera des massacres, comme nous avons fait, tu vois. Mais les animaux font des massacres et sont schizophrènes, Oui, non, parce que... me semble. C'est vrai. Mais non, pas les chats. Peut-être moins les chats, quoique. Bon. Non, mais je voudrais pas te couper dans ton élan. Non, mais je pense que les animaux ne sont pas schizophrènes. Il n'y a que nous qui sommes schizophrènes, c'est notre maladie. Fait qu'ils ne nommons ça schizophrénie. Ils ne le montrent pas. Bon, en tout cas, ils l'ont assumé. Leur schizophrénie, tu vois, c'est des schizophrènes accomplis, disons. Mais je sais pas ce que je raconte. Je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure, là, je sens. Mais peut-être je vais arriver quand même à dire quelque chose. Oui, tu es arrivé, t'inquiète pas. Oui. Ouais, non, c'est important, cette histoire, justement, à propos d'exister, voilà. Ouais. Donc, si tu veux, moi, ce travail que les animaux n'ont pas besoin de faire, parce qu'ils existent. Absolument. Voilà. Et donc, nous sommes obligés, de renaître. Et puis, on ne peut pas se retourner. D'où on vient, moi je me retourne, je ne peux pas avoir le sel de ma mère. Si tu veux, ça n'existe pas pour moi, et pour nous ça n'existe pas. Et donc nous sommes nés de nous-mêmes. Voilà. C'est naître de moi-même. C'est très ambitieux. J'ai une ambition oui, que personnelle. J'ai une ambition que pour moi-même. J'ai d'ailleurs qu'une ambition personnelle. C'est pour ça d'ailleurs que mon travail... comment dire, c'est difficile à mener les boules, les textes sur les yeux, enfin tu dois le penser quand même, enfin on peut imaginer que c'est quand même depuis 40 ans une drôle de chose quoi, c'est tout ça. Bon et puis bon, malgré moi, si tu veux, je n'ai pas ce génie, tu vois. Tu veux, les boules et les textes sur les yeux, mes textes, quand tu les lis, tu vois, on a l'impression qu'ils sont écrits en courbe, comme sur une boule. Mais je dois dire que tout ce travail n'est pas de ma faute. C'est dû à un cheminement. Si tu veux, je ne me suis pas dit un jour, je vais faire des boules et écrire des textes sur les yeux, ce qui aurait été très intelligent. Enfin, je veux dire, non. Tu vois, il aurait fallu être... que je me surpasse brusquement, tu vois, que je ne sois plus moi-même, alors que là, c'est un cheminement uniquement, parce que c'est très complémentaire. Si tu veux, tu ne peux pas, c'est pour ça, dans ce que tu as vu ici, au Salon du Dessin, il y a beaucoup de textes, par exemple, il est écrit, toi, j'y arrive à dire les choses, tu vois, c'est écrit derrière le crocodile, c'est écrit dans tous les dessins, le larré, l'iguane, la peau d'iguane, tu vois, tout ça, il y a une écriture, voilà. Pourquoi je disais ça Mais pourquoi comment tu parles de cette relation entre la peau de l'iguane et l'écriture? Alors oui, j'essaie de lier, enfin, si tu veux, je voudrais, parce que j'ai pas encore réussi à faire quoi que ce soit, je pense, j'ai fait que des brouillons. Toi, si tu veux, j'ai accumulé un certain nombre de matériaux autour de moi. Voilà, si tu veux, c'est comme quelqu'un qui aurait voulu construire un petit édifice, comme nous le désirons chacun d'ailleurs dans notre vie, hein, un petit édifice, et puis alors j'aurais donc les briques, le ciment, le mortier, le sable, voilà, déjà j'ai ça. Bon, maintenant je suis un peu aux fondations, tu vois, j'essaie de monter un mur, bon, il tient, bon, c'est difficile, tu vois, bon, mais je commence un peu, il me semble là, que, voilà, alors, de lier
lier l'écriture avec les œuvres, tu vois, justement, toutes ces peaux d'animaux, parce que je parle beaucoup des animaux dans mes textes, tout ça, et donc de prendre des choses que je trouve, voilà, comme ça par hasard, c'est le hasard, des accidents de la vie, comme ça. Et donc, si tu veux, donc je vais arriver, là, je suis en train, j'ai peut-être monté un petit mur, déjà, de cet édifice que j'aimerais élever, tu vois, et donc je suis... quand même, tu vois, là, comme un maçon, quoi, tu vois, qui veut construire un édifice qui n'a jamais été vu, quelque chose que personne n'a jamais vu. Parce que ce qui compte... Pour faire trace. Bah, non, mais parce que moi, bon, à propos des yeux que nous ne voyons pas, ce que j'aimerais arriver, c'est faire une œuvre qui n'a jamais été vue. Alors, je vais te demander de commenter cette phrase que j'extrais là de ce... Je crois que c'est un des derniers ouvrages, je crois, Mots et Merveilles. C'est ça. Hein. Ça a été fait par la Galerie Laravassy. Voilà. Et je voudrais juste que tu commentes cette phrase que Christelle Locquet rappelle, que tu l'avais toi-même relevée d'ailleurs, une citation de... Tu vas le reconnaître tout de suite. Je voudrais que tu nous la commentes là comme ça à chaud. Ô chercheur des choses, ne te contente pas de connaître les choses telles qu'ordinairement la nature les produit, mais réjouis-toi de connaître l'origine des choses qui sont dessinées dans ton esprit. Tu te souviens de cette citation? Oui, bien sûr. Elle est de... Oh, je sais plus. Tu sais plus? Fais voir. Un de tes collègues, Oui, c'est parce que tu l'as lu. un peu lointain. Un de tes collègues un peu lointain. Italien. C'est quoi ça? Mais oui, bah oui. Bah oui. C'est extraordinaire. Ouais. C'est Léonard. Ah, mes collègues. Bah, c'est les un gens collègue. sont quand même- C'est un artiste plasticien, on va dire. Ouais, attends, c'est plus que ça. Oui, c'est beaucoup plus que ça. Mais justement, Ouais, commente-nous cette phrase. Parce que ce qui m'intéresse dans cette phrase, c'est évidemment l'origine des choses. Ouais, c'est-à-dire, ben, comme je te disais tout à l'heure, je pense que donc, nous portons chacun le monde, une partie du monde. C'est pour ça que je disais, arriver à monter un petit édifice qui n'aurait jamais existé. Enfin, c'est très ambitieux quand même. Mais je pense que non. Je pense que simplement, il suffit... parce que je disais tout à l'heure que les parties que nous ne voyons pas de nous-mêmes sont celles qui nous identifient le plus. Et qui font que si on nous les enlevait, on n'existerait plus. Mais l'intérieur de nous-mêmes, que nous ne voyons pas, et d'ailleurs que personne ne voit, ce qui est étrange, c'est quelque chose d'étrange, parce qu'il n'y a pas que moi qui ne vois pas cet intérieur, et que nous ne montrons pas. Et donc, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Parce que, au fond, pour se guérir, pour être ici guéri dans ce monde, je crois qu'il faut trouver un moyen de locomotion pour se parcourir soi-même. Alors, évidemment, sur Terre, on a la voiture, l'avion, le bateau, pour parcourir des éléments. Mais comme nous avons chacun un élément différent, qui est différent pour nous-mêmes, parce que je pense que chacun, nous sommes le spécimen, le dernier spécimen d'une espèce qui a disparu. Parce que quand nous mourrons, je crois, il y a une vision du monde qui ensuite disparaît. Il y a quelque chose, la pire des choses, c'est pas la personne qui meurt, c'est sa vision qui disparaît, son monde à lui, qui ne nous a pas donné toujours. Parce que c'est ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur ici qui nous intéresse maintenant, parce que c'est l'univers ici. Comme l'univers, on ne peut pas l'atteindre, je pense simplement qu'il est là. Et donc, il faudrait chacun que nous puissions... Parce que moi, mes tas de boules, mon travail sur les yeux,
enfin, tout ça que j'essaie de faire un peu en bricolant, quoi. Disons, c'est difficile, parce qu'en même temps, il faut vivre, voilà, faut gagner de l'argent, il faut tous les jours, c'est très difficile, tout est difficile. Et donc, chacun on devrait donc, montrer ce monde que nous possédons en nous, parce que nous ne sommes pas ici pour rien, quoi. Parce qu'il y en a d'autres qui auraient pu être ici et qui ne sont pas là. Mais qui vont venir. Non, et Les autres. Et ça nous manque, il nous manque certains. Moi, il me manque des frères, des sœurs, des amis qui n'ont jamais existé. Oui, mais comme tu parlais tout à l'heure d'un principe dynamique permanent, irrésistiblement, l'un remplace l'autre et l'autre remplace l'un. Oui, mais quand même, c'est pas ceux qui sont morts qui nous manquent, c'est ceux qui sont pas nés. Oui, ben, je crois que j'ai dit pas mal de choses quand même. Mais assurément, Jean-Luc Parent. Tout à fait. Et même peut-être que, compte tenu, je vois... Tu veux me dire quelque chose d'autre, Philippe On va demander dans la salle. Je suis content de t'avoir répondu. Enfin, j'ai pas répondu à côté. T'as pas répondu à côté, t'as répondu parfaitement. On va demander peut-être s'il y en a qui ont des questions à poser. Jean-Luc Parent, faut surtout pas se retenir. Non? Personne? Vous avez une question à poser? Oui, si vous pouvez la poser. Alors attendez, je vais vous donner mon micro. C'est la spiritualité qui m'intéresse. Vous pouvez parler près. C'est quoi? C'est la spiritualité qui m'intéresse. Tu peux me répéter? Hein? C'est la spiritualité qui m'intéresse. Mais encore. Vous pouvez me dire, Philippe? Je vois que madame formule sa question. Je n'essaie pas d'exprimer. D'accord. Je vais essayer de transmettre alors votre interrogation. Madame dit que ce qui l'intéresse, c'est la spiritualité. Ah. Alors ça me renvoie à Kandinsky tout de suite. Ah oui. De la spiritualité dans l'art. Ouais. Ouais, Quelle est la c'est part vrai. du spirituel dans ta démarche pour tenter d'aller vers la question de madame? Parce que tu nous as beaucoup parlé de choses qui sont, je dirais, élémentaires, donc au sens bachelardien presque du terme, hein, le feu, la terre, l'eau, les quatre éléments, hein, le ciel. Mais si on tente en quelque sorte d'échapper à cette quadrilogie bachelardienne des éléments, il y a effectivement une question que l'on peut se poser par rapport à des problèmes d'ordre métaphysique, par exemple, donc, et de l'ordre, évidemment, aussi du spirituel. Donc, dans ta démarche, quelle est la place de ce spirituel? Mais ce n'est que spirituel, mon travail. Ce n'est que du spirituel. Oui, oui, je pense. Oui. Mais comment tu peux l'exprimer, l'expliciter? Non, parce que... C'est dans le rituel que non, mais ne pas voir ses propres yeux... Pardon? Ne pas voir ses propres yeux, c'est donc ne pas croire en ce qu'on voit. Et ne pas croire en ce qu'on voit, puisque je ne vois pas mes propres yeux qui me montrent ce que je vois. Comment croire en ce que je vois, puisque je ne vois pas par où je vois? Donc je crois en l'invisible. Je crois en ce que je ne vois pas. Beaucoup plus qu'en ce que je vois.
Donc dans une inversion totale à la formule de Paul Klee qui dit que l'art rend visible. Ah non, non. Oui, l'art rend visible. Oui. Ah, L'invisible. Il rend visible l'invisible. Il rend visible l'invisible. Oui, oui. Donc à ce moment-là, on croit. Ouais. Oui, je crois beaucoup plus en l'invisible, qui nous entoure. D'ailleurs, l'invisible est beaucoup plus démesuré que le visible, évidemment. Quelle relation à la foi? Comment? Quelle relation as-tu à la foi? Alors, pour moi, si tu veux, bon, nous touchons plus avec nos yeux qu'avec nos mains. Tu vois, si tu veux, on embrasse un espace beaucoup plus grand avec nos yeux qu'avec nos mains. D'ailleurs, les yeux, pour moi, sont des mains démesurées, mais transparentes. Hein. Ce qui m'étonne le plus à propos du spirituel, c'est que les yeux ne laissent aucune trace. Parce que ici, évidemment, le ciel est resté intact. L'espace sans fin est resté intact parce que les yeux ne le touchent pas. Enfin, nous pouvons toujours regarder le ciel ensemble, et non pas chacun son tour. Parce que là, si je mets la main sur cette boule, évidemment, il faut, pour que l'autre la touche, il faut que j'enlève la mienne et que nous fassions la queue tous pour, à chacun son tour, venir toucher la boule. Alors que quand le soleil se lève, nous ne faisons pas la queue pour avoir la lumière le matin. Nous ne sommes pas en file indienne en attendant que l'autre y regarde. Jolie formule. Pour que, voilà. Non mais c'est vrai, c'est une image. C'est important. C'est important. Bien sûr. Que nous pouvons tous ensemble voir. Et parce que nous ne laissons aucune trace et que nous recouvrons rien. Et c'est vrai que c'est extraordinaire de regarder l'espace parce que l'espace a toujours été le même. Enfin, pas le même, pas les mêmes étoiles peut-être, les mêmes, mais parce que ça avance, ça circule dans l'univers, mais c'est resté intact, nous ne touchons à rien. Et donc c'est formidable parce que, en fait, ce visible que nous avons découvert, et que nous découvrons d'ailleurs tout le temps, sans cesse, puisque l'ordinateur, l'écran, tout est vu à travers quelque chose d'intouchable. C'est vrai que encore le livre, nous pouvons évidemment le toucher, mais enfin on ne voit pas un ordinateur, tripoter un ordinateur. Vous voyez, on ne touche pas un ordinateur, donc simplement on l'ouvre et donc nos yeux voient tout. Et donc, à ceci près qu'aujourd'hui, avec les technologies d'aujourd'hui et les livres numériques, ouais. On voit bien les gens dans le métro qui feuillettent l'écran. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a quand même une idée du toucher possible. Ouais, c'est vrai, mais ça laisse moins de traces que sur un livre quand même, parce que moi je vois les livres lus et non lus. À la maison, par exemple, mes tas de livres, je vois ceux qui ont été lus parce qu'ils ont été touchés. Absolument. Ce qui est étrange, puisque c'est pas avec... Enfin, si, c'est avec ce toucher que nous les écrivons, mais c'est pas avec la main que nous les lisons, que nous les relisons. Et que nous les avons écrits, je sais pas, enfin, tout ça, enfin, nous sommes là dans une période étrange, enfin, il y a quelque chose... je pense qu'on finira par pouvoir... avec nos yeux seulement, non seulement aller très loin, parce que déjà nous pouvons aller là où nous ne pouvons pas toucher, ce qui est d'ailleurs, je pense, que je crois avoir découvert moi-même, que les animaux ne vont jamais là où leur corps ne va pas, avec leurs yeux. Ils ne peuvent pas atteindre les endroits où leur corps n'ira pas. Et donc on le voit d'ailleurs parce qu'on ne peut pas imaginer... un animal nous regarder à travers un trou de serrure. Par exemple, je vois mal une vache me regarder à travers un trou de serrure, sans me dire, mais c'est effrayant, elle pense, elle doit penser, elle a un cerveau qui pense, parce que elle, le trou qu'il lui faudrait, c'est un trou gros comme son corps pour pouvoir traverser l'espace et être de l'autre côté, alors que nous, à travers un trou de serrure, on peut voir le monde, enfin, on peut tout voir, disons. Et même mieux voir peut-être. Être de l'autre côté encore plus entier.
Et même mieux voir, Ouais. étant donné. Ouais, et ça, c'est tout à fait extraordinaire pour nous de pouvoir, par un infime trou, pouvoir passer entièrement. Ce qui n'est pas du tout chez les animaux le cas. Je pense qu'eux, ils ont besoin, malgré que quand même mon chat, j'ai un chat à la maison qui est toujours à la maison, et c'est vrai qu'il entend. Bon, ils ont d'autres sens que nous. Ils sont tout entiers, un corps vivant, et qui entend, qui voit. Enfin, je dirais qu'ils ont un corps voyant. Et donc c'est vrai que quand on passe devant la fente, ils sont là, ils regardent dessous et en fait ils nous voient. Et c'est pas pour ça qu'ils passent tout entier. Je pense qu'ils passent pas tout entier. Ils restent là. C'est vrai que si on montre le ciel par exemple, ou l'espace sans fin comme ça, un animal qu'on a dans les bras, un chien par exemple, un chat, regardez le ciel. Alors, s'il y a un oiseau qui vole, peut-être qu'il le verra parce qu'il y aura un mouvement, et puis il pourra peut-être l'attraper avec ses bouches, il dira j'entraille. Mais nous ne dirons jamais là où nous voyons. C'est extraordinaire parce que justement, c'est ce qui a fait que nous avons pu donc voir là. Est-ce que nous n'irons jamais là où nous projetons nos yeux? Est-ce que justement nous ne projetons pas nos yeux là où nous irons un jour? Ou là où nous avons été un jour? Ouais. Parce que je ne vois pas pourquoi on irait si loin avec nos yeux, dans le ciel par exemple la nuit, si nous n'y avons jamais été ou si nous n'irons jamais. Peut-être que nous cherchons justement à retrouver ou à rattraper quelque chose qui a existé dans cette circulation. Oui, tout à fait. Voilà, c'est tout à fait la pensée que tu viens de dire. Je pense que c'est ça, penser, c'est se projeter infiniment loin, là où nous n'irons jamais, où nous avons été, où nous irons un jour. Bon, tu vois. Et ce qui n'est pas chez les animaux, c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus paisibles, patients. Nous ne sommes pas patients par rapport aux animaux. Ils ont une patience infinie. Parce qu'il n'y a pas au-dessus d'eux cet espace sans fin. Ils ne peuvent pas l'imaginer. Vers lequel qu'était. Ouais. Tu vois, et ça, c'est ça. Donc ça te rassure, les animaux? Oui, c'est vrai, bien sûr. Oui, bien sûr, tout à fait. Bah oui, c'est rassurant. Bah, vivre comme un chat, c'est extraordinaire. Ah, j'ai jamais fait l'expérience. Ouais. Non, mais quand on voit un chat vivre, c'est extraordinaire. Parce qu'il t'apprend tout. Il t'apprend la patience, il t'apprend à ne rien dire, le silence. D'ailleurs, à propos de silence, peut-être que si là, c'est fini notre entretien, je voudrais dire une chose qui est importante. Justement, ce silence que nous avons trouvé avec nos yeux, en ouvrant les yeux. C'est vrai que nous pouvons voir sans être vus, parce que justement, nous pouvons ouvrir les yeux et toucher sans rien abîmer, sans rien gêner, et sans qu'on nous voie. Parce qu'il y a un silence, le silence le plus grand, je crois, qui vient de nos yeux ouverts. Ben voilà une belle fin. Merci Jean-Luc. Question? Eh ben on va mettre un terme à cet entretien en te remerciant de tout ce que tu nous as proposé de réflexion et suggéré de découverte. Merci. Merci Philippe.